par là. Il y a de la place devant, là, à gauche. Enfin, à gauche. Ouais, si, c'est bien, c'est gauche. Gauche à vous. Ouais, levez la main, les gens qui ont de la place à côté d'eux. Les gens qui rentrent, il reste de la place à côté des gens qui ont la main levée. Dépêchez-vous avant qu'ils aient des crampes. Ah, les 5 là, personne en veut. Ouais, ça fait un... C'est un Tetris. Il y a des gens Ça fait un L comme dans Tetris. Ouais, c'est assez perturbant. Si j'avais un L, on pourrait mettre un L. C'est marrant. C'est parce qu'elle est... Ouais. Alors, je sais pas s'il y a quelqu'un pour nous dire quand on commence ou pas. Moi, j'ai moins 20 secondes. On va attendre 10 secondes de plus. C'est bon? Eh bien, on y va. Bonjour à tous et à toutes. Merci d'être venus pour cette conférence hyper intéressante sur les langages alternatifs. Nous, on pensait que c'était les langages alternatifs en général et pas forcément basé sur la JVM, donc on va vous faire un petit truc sur Rust. Voilà. En bas, il y a un lien vers les logos de super t-shirts qui sont pas du tout trollifères. Le hashtag, si vous voulez tweeter, n'hésitez pas. De toute façon, les gens adorent les tweets, c'est super. On va se présenter d'abord un petit peu. Qui sommes-nous ? Donc voilà, Mathieu Pomerol ici, qu'on appelle aussi Kali, parce que c'est comme ça, ingénieur back-end, big data, quand il n'a pas honte de dire ce gros mot. Voilà, moi-même Pierre Baillet, Oct, son nom, et moi je suis plutôt DevOps, mais j'ai un peu honte, alors je vais dire que je suis développeur full stack. Voilà, on est des anciens de la société Photopédia, une boîte qui faisait des applications iPhone, iPad, qui a fermé malheureusement. Avant on était ensemble à IDM, voilà, et avant on était ensemble à l'école. Voilà, donc ça fait un certain temps qu'on se connaît, qu'on se supporte. Devinez lequel de nous deux a la moustache. Voilà. Au sommaire de cette petite présentation, 4 gros points, des gros bullet points. Donc d'abord, on va parler de Rust, un nouveau langage, voilà, une question, voilà, avec peut-être un morceau de réponse à l'intérieur. Ensuite, on va essayer de situer Rust dans le panorama des langages en général. Et ensuite, on va attaquer avec des petits exemples de code, parce que c'est l'heure à laquelle il faut que vous vous réveillez, avec des trucs sympathiques pour vous faire réfléchir. Et enfin, on parlera de l'écosystème Rust, donc tout ce qui est autour, parce que c'est sympa d'avoir un langage, mais quand il n'y a rien autour, c'est un peu malheureux. Régulièrement, on a mis des petits slides comme ça, avec des petites blagues que vous pouvez lire et ou comprendre si je m'arrête assez longtemps sur le slide. Voilà. Pourquoi Rust ? Au départ, Rust, c'est né d'une envie de certaines personnes de trouver un remplaçant à C++. Bah oui. Voilà, C++, qui est utilisé dans plein d'endroits dans l'industrie, qui est très performant, qu'on peut embarquer, qu'on peut compiler sur toutes les architectures de la Terre. Récemment, on a rajouté dans le standard C++ des améliorations de langage moderne, des clôtures, voilà, l'inférence de type local. Voilà. Malheureusement, C++ est plus vieux qu'à peu près la moitié des gens de cette salle. Quoique non, là vous êtes plus âgé que d'habitude, c'est bien. Donc bon, c'est quand même un langage relativement vieux. C'est un langage complexe avec un système de gestion de ressources qui est difficile. Voilà, voilà, c'est très compliqué quand on vient d'un langage moderne de faire du C++. Voilà, si vous avez déjà fait du Java et que vous n'avez jamais fait de C++, au début vous allez pleurer, mais pendant des semaines et des semaines à cause de tous ces segfaults qui arrivent aussi en Java, mais pour d'autres raisons. Voilà, et si vous venez de langage où il n'y a pas trop de segfaults et où ça plante de manière différente, le C++ c'est vraiment très très dur. Bon, suite à cette idée, il y a Graydon Orr en 2009 qui a décidé d'essayer de créer un langage, voilà, dans son coin un petit peu. Et puis Mozilla l'a vu, elle a dit, ah tiens, tu veux pas venir chez nous? Allez viens, on te donne de l'argent et puis en échange tu fais ton langage. Ok, d'accord. Bon, le langage a été libéré, il est entièrement open source et sous licence MIT et il est donc complètement supporté par la fondation Mozilla. Qui est connue pour son ouverture, voilà. Donc il y a des gens qui critiquent parfois Mozilla dans ses choix parce que c'est parfois des décisions un petit peu dictatoriales, mais c'est pour souligner que aujourd'hui Rust, un langage supporté par Mozilla, qui est une société à but non commercial, on va dire, par opposition à d'autres langages connus qui sont supportés par des sociétés commerciales, et on sait toujours ce qui peut se passer quand les sociétés commerciales rachètent des trucs. Voilà. D'autre part,
D'autre part, oui, c'est plein de trolls, hein, cette présentation, désolé. Hein. D'autre part, c'est pas un seul dictateur qui définit la direction dans laquelle le langage avance. Il y a vraiment toute une boîte derrière ce langage. En tout cas, plusieurs personnes, plusieurs dizaines de personnes qui définissent le langage. Voilà. C'est pas des trucs avec des fautes d'orthographe en anglais, par exemple. Allez, on avance. Hop. Pourquoi est-ce que le langage a pu être fait à ce moment-là? Parce qu'en fait, il y a tout un tas une intersection intéressante de technologies qui sont arrivées à ce moment-là, qui ont permis en fait de créer Rust. Voilà. LLVM en fait a connu un formidable essor, bon, essentiellement grâce à OS 10, mais pas que. Voilà, ce qui fait que la compilation de langage a pu devenir vraiment intéressante. On a pu faire des trucs très beaucoup plus avancés ces dernières années qu'on pouvait au début des années 2000, par exemple. Voilà, les gens qui compilent Linux et qui font tourner ça dans du JavaScript, dans un navigateur, qui tournent dans une VM, qui tournent sur du... Bon, bref, vous avez déjà vu toutes ces expériences qui sont vraiment des avancées fondamentales dans la compilation. Scala, qui est un langage, qui est un dialecte Java, donc qu'une grande partie d'entre vous connaissez. Qui a déjà fait du Scala, ici? Ah, c'est cool. C'est cool. On va pouvoir parler de trucs que vous comprenez. On va relever les slides. Scala a montré en fait que les langages hybrides fonctionnels, ils pouvaient faire du business, puisque en fait Scala ça fait du business parce qu'on dit aux gens ah c'est du Java et en fait on fait du Scala, c'est beaucoup plus rigolo. Et donc c'était le moment de créer un langage un peu plus moderne. Hop, donc allez en avant. Ah ben là il manque un mot, dis donc. Rust dans le paysage des langages de programmation. Enfin il manque plusieurs mots. Voilà. Donc Rust, qu'est-ce que ça fait concrètement? Rust aujourd'hui, ça génère du langage machine, comme C++ au Go, voilà, qu'on peut exécuter directement, hop, // machin, ça démarre, pas besoin de VM. Les références Rust en interne, elles sont traduites directement comme des pointeurs C, voilà, il n'y a pas d'indirection, il n'y a pas de trucs compliqués, il n'y a pas de machin bizarre, il n'y a pas d'opcode, voilà. Et les implémentations de Rust sont cross-platform, voilà, en tout cas aujourd'hui c'est relativement cross-platform. On y reviendra de toute façon. On en reparlera un peu plus, voilà. Le but, la target de Rust, c'est vraiment de faire à la fois du code pour les drivers kernel, voilà, jusqu'à du code data center wide, voilà, comme on voit aujourd'hui des trucs du genre Mesos et tout ça qui font des trucs énormes sur plein de machines. Bon, il y a des gens qui voudraient faire ça en Rust. Concrètement, quelles sont les fonctionnalités traditionnelles de Rust? Donc là, hein, c'est vraiment une vue d'ensemble. Après, Kali montrera des détails d'implémentation, vous verrez comment ça marche en vrai. Mais vraiment, Rust a repris toutes les fonctionnalités traditionnelles. Je ne voulais pas dire impératif, parce qu'impératif, ça fait toujours impératif, alors qu'il n'y a pas tout à fait ça. Des langages de programmation classiques. Donc on a évidemment tout ce qui est impératif, avec voilà, des fonctions, des retours, des variables, des boucles, des itérateurs, des tableaux. On a les traits, les génériques, voilà, donc là ça commence déjà à être des trucs un peu plus modernes, entre guillemets. Évidemment on a des packages, la dépendance, donc ça commence à être un truc qu'aujourd'hui tout le monde veut dans tous les langages. S'il n'y a pas ça, ça veut dire que le langage ne peut pas vivre. Évidemment, il y a des systèmes des types de base pour les chaînes, les nombres, les nombres de 64 bits, de 32 bits, signés, non signés, voilà. De la concurrence via des channels en fait essentiellement en Rust, et toute une lib standard qui est assez grosse dans laquelle il y a plein de trucs. Voilà, il y a vraiment plein de machins. Donc ça fait un peu penser à Go, c'est-à-dire c'est un langage assez bas niveau avec plein de libs qui font des trucs plus ou moins compliqués. Voilà. Mais en plus, par rapport à d'autres langages que je viens juste de citer, il y a des fonctionnalités fonctionnelles, n'est-ce pas, qui ont été rajoutées. Fonctionnalités fonctionnelles, c'est super le français. Les clôtures, voilà, donc ça fait un certain temps que ça existe et ça marche bien. Il y a l'immutabilité, donc par défaut, on vous dit, écoutez, une fois que vous avez créé ce truc-là, vous n'allez plus changer ces champs. Okay, bon. L'inférence de type, donc ça c'est un truc que tous les scalaïstes et les gens qui ont fait du fonctionnel typé connaissent et apprécient, j'imagine. Le pattern matching, c'est pareil. Une fois qu'on a goûté au pattern matching, plus jamais de sa vie on veut faire du code sans pattern matching. Et les macros procédurales, donc là c'est un truc un peu avancé en Rust, mais en gros, pour faire rapide, parce qu'il en reparlera plus en détail que moi, vous pouvez en gros en Rust écrire du code qui va être exécuté lors de la compilation pour manipuler l'AST, changer l'AST et le redonner au compilateur qui lui va faire du code binaire, ce qui permet de faire des extensions de langage qui font des trucs à la compilation, donc beaucoup plus tôt que beaucoup plus tard. Mais c'est ça, mais c'est exactement ce que je voulais dire et je l'ai dit, voilà. Possession et durée de vie. Alors là c'est un concept vraiment nouveau dans Rust, c'est quelque chose qui n'existe pas parce que dans Rust, je vais en parler après, je ne le dis pas tout de suite. Alors c'est quoi le problème avec les pointeurs bruts, raw, natifs? Le problème, c'est que quand on lit à la mémoire, on peut faire n'importe quoi. Donc on peut aller écrire trop loin, on peut aller écrire pas assez loin, on peut lire la mémoire qui a été libérée par quelqu'un d'autre. Voilà. On peut aller lire l'adresse 0, par exemple, c'est cool, ça fait des trucs chouettes. On peut lire une variable qui n'a jamais été initialisée. Ça c'est moins sympa.
On peut oublier un free. Bon, ça c'est pas très grave, sauf au bout de quelques jours. Voilà. On peut faire un double free, ça en général ça se voit assez vite. Le problème des malloc et des free versus les null et delete. Donc là c'est des trucs, typiquement c'est en C++, quoi. Alors on dit alors attends, comment on va faire, comment on va le créer cet objet, comment je le crée proprement et comment je le détruis proprement. Donc chaque langage en fait a ses propres techniques pour résoudre ces problèmes de manipulation de pointeurs qui sont plus ou moins malignes, on va dire. Voilà. Typiquement la libc, donc du C, vous faites du malloc et des free, et puis vous vous débrouillez, monsieur, vous comptez comme un grand, vous vous débrouillez, je ne veux pas le savoir. Bon, très bien. En C++, il y a tout ce qui est smart pointer, donc vous avez une variable membre de votre objet, et quand l'objet est détruit, la variable membre elle va peut-être être libérée automatiquement, vous ne serez pas obligé de vous en occuper vous-même. Super, cool. Cocoa, Apple en tout cas, avec Arc, fait de la référence, du comptage de référence automatique. Donc vous manipulez vos objets, et puis au bout d'un moment, quand plus personne ne tient la main de l'objet, on dit ah, le compteur arrive à 0, on peut détruire l'objet, c'est cool. C'est pas mal, ça automatise pas mal le travail de gestion de mémoire, même s'il y a encore pas mal d'endroits où il faut faire ça à la main. Il y a tous les langages à garbage collector, donc JVM, Go, Ruby, et tutti quanti. Et donc là, c'est des langages qui ont, même pour Java, qui a un garbage collector qui est hyper performant, qui ont des problèmes liés à la gestion de garbage collection, où il y a vraiment des pans entiers de la littérature technique qui parlent de comment résoudre ces problèmes de pause, parce que votre serveur HTTP, il ne faut pas qu'il s'arrête 3 millisecondes pour faire son GC. Voilà. En Go, je ne sais pas trop s'il y a des problèmes de GC. En Ruby, c'est plutôt des problèmes de vitesse en général. Bon, chacun ses problèmes. Et en Rust, on a du borrow checking, donc de la vérification d'emprunt. C'est super ça aussi comme mot en français. Du borrow checking. Le compromis adopté par Rust, c'est vraiment d'aller mi-chemin, à mi-chemin. Voilà, le compilateur il va faire la moitié du chemin et vous allez faire la moitié du chemin. Vous allez vous tenir la main au milieu d'un truc un peu bizarre parce qu'on l'a jamais fait aujourd'hui. C'est un truc assez nouveau et puis ça va marcher beaucoup mieux. Donc on vous dit, toi en tant que développeur, tu vas m'expliquer des trucs, c'est ce que vous dit le compilateur. Le compilateur, il va prendre ce que vous lui avez expliqué, il va le comprendre, et puis il va faire du code aussi efficace que du C. Voilà. Une des promesses du C, c'est ça. Du Rust, pardon, c'est ça. C'est qu'on a du code aussi rapide que du C. Voilà. Et vous verrez ensuite, le code ne ressemble pas trop à du C. C'est plutôt un truc un plus haut niveau. J'ai parlé très vite, mais c'est super. C'est bien. C'est bien. On va pouvoir attaquer les exemples de code avec Kali. Donc accrochez-vous à vos moutons. Voilà. Ou à vos Raptors, ou à vos Gotou. Donc celui-là c'est un grand classique que j'aime bien. Donc on va commencer par voilà, le truc inévitable habituel que j'ai quand même un petit peu customisé. Il n'y a pas grand chose à signaler, si ce n'est que le bout de code qui est là, c'est un bout de code qui compile. C'est-à-dire qu'on prend ça et on le copie-colle dans le fichier, on compile et ça tourne. On gagne un petit peu par rapport à Java et les préliminaires indispensables qu'il faut faire pour avoir un Hello World en Java. Un petit détail, le bang après le println, c'est parce que c'est une macro et pas une fonction, ce qui veut dire que c'est pré-expandé un petit peu, un petit peu comme Pierre le signalait tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est à la compilation, en fait il y a du code qui va être généré et c'est ce code-là qui va être compilé pour implémenter, là il n'y en a pas, mais pour implémenter les formateurs à l'intérieur du println. Donc là, on va rentrer dans des choses un petit peu plus intéressantes. Donc en Rust, la base, le concept de base pour faire de l'object oriented, c'est la struct. Et en fait, ça ressemble en gros à un case class Java ou à un struct en C. Il n'y a rien de particulier en fait. Ce que je voulais vous montrer sur ce slide, en fait, j'ai pas mes notes et ça m'embête un peu, mais c'est pas grave, je vais me débrouiller. Donc, on voit comment on peut instancier un point, donc un truc à 2 coordonnées qui sont flottantes sur 64 bits, sur la stack. Et j'insiste, c'est sur la stack. Là, c'est pas du Java. Le point, il vit sur la stack et il va dézinguer à la fin de l'exécution du main par le mécanisme de repli de la stack naturel. L'objet, donc on voit qu'on calcule une distance, on accède aux membres, il n'y a rien de bien particulier. Il y a un point SQRT là qui est rigolo parce que en fait il y a le même confort qu'avec l'autoboxing Java, c'est-à-dire qu'on peut appeler des méthodes sur des objets, sur des primitives. Et puis là on a pour le coup un println avec 3 arguments pour vous montrer les formateurs. Donc les structs quand même elles ont des méthodes, c'est bien pratique.
Je pense que là, ouais, on est encore sur un slide qui compile complètement. Après, pour avoir plus de place, j'ai plus les imports, donc c'est plus du code qui marche. Mais là, ça marche encore. C'est juste pour que vous ayez une idée de la taille de ce qu'il faut, enfin de la verbosité du langage ou de la non-verbosité du langage. Donc là, ben, sur la structure cercle, j'ai implémenté une méthode qui me donne sa surface. Et donc on voit que en fait là il y a un truc magique, c'est le ampersand self qui est le premier argument de la méthode area et qui en fait est l'équivalent du 10 en C++ ou en Java. Ce qui est intéressant à signaler, c'est qu'il y a un ampersand. En fait, le self, on peut le passer de plusieurs façons aux fonctions. Et là, je l'ai passé en tant que référence. On verra plus de détails là-dessus tout à l'heure. On pourrait le passer en tant que référence mutable ou même en tant qu'objet, mais sur des méthodes, c'est pas très intéressant. Parce qu'en fait, ça consomme l'objet, après on l'a plus, donc c'est un peu embêtant. Si on voulait faire une méthode statique, simplement, on ne mettrait pas l'argument self dans aucune des trois formes, et on aurait une méthode statique qui permet par exemple de fabriquer des constructeurs ad hoc ou tout ce qu'on veut. Et puis ben là, alors il y a un formateur un peu plus compliqué, c'est la variante debug par rapport à Java où on a une confusion totale sur la vocation du toString. On ne sait jamais si ça doit donner une toString qu'on peut donner à un utilisateur final ou si ça donne une toString qu'on utilise pour débugger. En ce cas-là, en Rust, on a deux. Oui, je mélange tout, je mélange tout le langage tout le temps. En Rust, on a deux toString. On en a un qui s'appelle display et l'autre qui s'appelle debug. Si je me trompe pas, parce que ça a changé encore relativement récemment. Oui, c'est drôle. Hein. Oui, on va y revenir aussi. En plus des structs, parce qu'avec les structs, on ne fait pas grand-chose, on a des traits. Qui sont à peu près la même chose que les nouvelles interfaces de Java 8. Donc c'est des trucs qui peuvent avoir du code dans les méthodes, donc des implémentations. En Java, je crois qu'ils appellent ça des implémentations par défaut, en Java 8. Là, c'est des implémentations, oui, par défaut aussi, puisqu'on peut les remplacer. Mais j'aime pas trop ce terme par défaut, en fait. À la différence je crois qu'en Scala, dans les traits, on peut avoir des membres donnés. On peut pas en Rust. C'est pour ça qu'on est plus proche des interfaces de Java que des traits de Scala. Et donc là j'ai un trait qui s'appelle asArea et qui donc déclare la fameuse méthode area, mais qui n'est pas implémentée parce que évidemment pour un cercle ou pour un rectangle, on va pas avoir la même implémentation. Est-ce qu'il y a d'autres choses foncièrement intéressantes là-dessus? Non, je crois que c'est à peu près tout. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Et donc ça c'est une façon de réaliser ça, c'est-à-dire de dire j'ai un comportement qui est calcule-moi ta surface et je vais utiliser un trait et un class de façon assez classique, ce qui va permettre de l'extension par un développeur qui va pouvoir ajouter une forme géométrique qu'on n'a pas nommée, mais un objet en tout cas qui a une surface. Mais il y a d'autres façons qui sont plus et que c'est un slide que j'ai enlevé parce qu'on est trop long, mais je vais en parler quand même. Il y a d'autres façons de faire ce genre de choses qui ressemblent en fait aux énumérations de Haskell. Et donc l'idée c'est que on a ou alors aussi de classe de Scala, c'est-à-dire qu'on va avoir un jeu non extensible d'héritage. On va avoir une classe de base, et puis on va avoir des classes, et on va pas pouvoir, un développeur extérieur va pas pouvoir ajouter une classe dérivée à notre énumération. Ce qui veut dire que le set sera clos, et ça va permettre de faire plein de choses au niveau de la vérification, parce que quand on va vérifier que le développeur implémente bien tous les cas possibles toutes les variantes possibles de asArea, on va pouvoir vérifier qu'il n'en oublie pas une. Alors que là, on peut permettre aux développeurs d'en rajouter. Donc il y a cette dualité, mais j'ai enlevé ce slide parce qu'on était un peu long. Alors, tout ça c'est finalement assez classique, mais il faut quand même se pencher un peu sur la feature clé de Rust, clé au sens où elle va vraiment apporter quelque chose par rapport au langage du moment. C'est-à-dire qu'en fait, si on regarde bien ce qui s'est passé ces 15 dernières années dans l'univers des langages, il s'est passé un truc, les biologistes, ça leur ferait très peur de voir deux choses comme ça qui arrivent et qui se combinent et qui deviennent un virus plus virulent. C'est Scala en fait. Scala, ils ont dit bon, on va prendre tout le paradigme
qu'on appelait traditionnel, mais le paradigme imperativo-objecto de Java. Et on va essayer d'injecter dedans toutes les features intéressantes et qui ne foutent pas trop la zouille, qui viennent du monde fonctionnel. Et ils y sont arrivés assez bien. Et alors, il y a des gens qui n'aiment pas Scala, moi j'aime beaucoup. Et moi, mon rêve, c'était d'avoir un Scala qui compile en natif. Et c'est ce que j'espère Rust va devenir. En tout cas, le saut quantique, donc, le saut quantique de Scala, c'est d'ajouter du fonctionnel dans l'impératif. Et là, on a un autre saut quantique, c'est de chercher une nouvelle façon de faire la gestion de ressources. On a parlé de la RAM tout à l'heure, en fait. Les slides parlaient de ressources, et c'est vrai que par abus de langage, souvent, on pense essentiellement RAM et GC. Et c'est vrai que dans l'univers Java, le GC apporte une bonne réponse, en tout cas une réponse qui marche bien, au problème de désallocation de la mémoire. Mais après, il y a tous les autres objets en Java. Vous avez certainement déjà vu du code qui leak des file descriptors, et ça se passe pas bien en Java. C'est-à-dire que le GC, en fait, résout le problème pour la mémoire, mais pour toutes les autres ressources, vous êtes tout nu. Il faut tout faire vous-même comme avant. Si vous oubliez le close sur un file descriptor, vous allez leaker des file descriptors. C'est une ressource qui est vraiment en quantité limitée sur nos systèmes, et ça pète. Donc là, on a un pattern qui est au niveau de la syntaxe, au niveau du langage, et qui va gérer la mémoire, bien sûr. Et là, c'est des exemples à nouveau avec la mémoire, parce que c'est ce qui est le plus simple, peut-être, mais qui peut être appliqué à toutes les autres ressources qu'il faut libérer. Alors, tout ça, c'est une longue introduction. Et donc là, on a, à gauche, c'est du C, et à droite, c'est du Rust. Donc le fameux le box new là, c'est une allocation sur le tas, sur le heap. Donc là, à la différence tout à l'heure où j'ai insisté sur le fait que c'était sur la stack, là pour le coup, on a bien une ressource qu'il va falloir libérer, qui ne va pas être repliée naturellement par le repli de la stack. Mais par contre, ce que Rust nous garantit, c'est qu'à la sortie du bloc, la box va être libérée. Donc la box, c'est la partie qui vit sur la stack et qui contient en fait le pointeur vers la mémoire qui est sur le heap. Et au moment où la box va être libérée, la box, tout simplement, elle va aller libérer son pointeur, elle va faire un free sur son pointeur en RAM, c'est pas exactement un free, pour libérer la RAM qu'elle avait allouée au préalable. Et du coup, on est exactement dans ce que les développeurs C++ appellent Resource Allocation is Initialization. J'ai jamais compris très bien pourquoi le sigle c'était ça, mais en gros ça veut dire qu'au moment où on crée l'objet, on s'occupe au même moment de savoir comment il va être libéré. Alors, donc ça c'est le concept d'ownership, c'est-à-dire que là ce qui est important, c'est que la variable qui est la valeur x, disons, elle est attachée au scope qui est représenté là. C'est bien, mais avec ça on ne peut pas faire grand chose. Il faut faire un peu plus, on a besoin de transférer des variables d'un scope à un autre pour faire ne serait-ce qu'un passage de variable à une fonction. Donc pour ça on a le borrowing. Et le borrowing, le principe c'est que on va donner une référence sur notre objet. Donc là le main il possède la variable x, mais il va transmettre une référence mutable parce que c'est ce dont la fonction a besoin à la fonction add1. On voit qu'on a typé il est écrit un peu bizarrement le type, c'est pas grave. On a typé donc on attend une box, on attend une référence vers une box avec un entier 32 bits dedans, très bien, pour pouvoir ajouter un dessus. Et c'est tout. Donc après le résultat c'est celui qu'on attend, il n'y a pas de difficulté. Ce qui est intéressant c'est que Rust, le compilateur, va apporter des garanties, c'est-à-dire qu'on ne peut pas passer une référence à une fonction qui va la stocker quelque part si on n'a pas la garantie que l'objet d'où elle vient va vivre suffisamment longtemps pour qu'à tout moment, l'endroit où c'est stocké, la référence ait encore du sens. Et ça, c'est assez contraignant. Là, je vous ai montré un exemple qui marche super bien, mais il y a des cas où c'est super dur, par exemple sur les graphes. Parce que sur un graphe, on sait qu'on peut faire du reference counting pour gérer un graphe, mais le pattern d'ownership des nœuds d'un graphe, c'est quelque chose qui peut être assez complexe, et c'est un des cas où l'ownership va vraiment rendre la vie du débutant dure. Le compilateur, il est inflexible là-dessus. Il faut vraiment être très clair et utiliser les patterns qui marchent bien, qui sont reconnus comme valides par le compilateur. Il y a même des cas où en fait le compilateur laisse pas faire quelque chose qui est valide même dans le corps d'une fonction.
Et il y a un cas particulier qui a émergé relativement récemment où l'idée c'est on a un vecteur, on cherche un élément dedans, ça retourne une option, puisqu'il y a des scala ist, j'explique pas trop ce que c'est. Et à partir du moment où il y a une option, en fait, on a une référence, parce que dans le cas où ça a trouvé, on a une référence sur un élément du vecteur. Et malheureusement, Rust est pas assez malin pour que dessous on puisse faire un pattern matching en disant si je suis dans le cas non, je vais aller écrire une valeur à la fin de mon vecteur. Typiquement, je n'ai pas trouvé la valeur, donc je la mets à la fin. Et ça, c'est un peu embêtant, donc on est obligé là de faire un petit bloc unsafe pour résoudre ce problème. Moi, ce que j'espère, c'est que dans les versions qui vont venir, on rende le compilateur plus smart pour qu'il puisse reconnaître qu'en fait, là, on est dans le cas du non et que donc on n'a pas pris la fameuse référence qui pose problème et que donc on peut effectivement continuer et laisser le développeur rajouter quelque chose à la fin du vecteur quand même. Donc c'est bon, là c'était un cas un peu convolué, mais le borrow checking c'est le truc qui rend l'apprentissage de Rust assez lourdingue. Il faut pas se le cacher, parce que même si on vient de Scala, dans Scala les références on les voit jamais quoi. On se pose jamais la question de l'ownership. On sait qu'on a un GC, on y va dans tous les sens, ça marche. Là, il faut se rappeler des patterns qu'on utilisait en C ou en C++ et arriver à trouver dans les patterns de Rust celui qui correspond et utiliser les bons patterns. Donc ça, c'est une gymnastique qui est à la fois rigolote, parce que finalement on redécouvre des choses qu'on avait oubliées quand on n'a pas fait de C++ depuis 10 ans. En fait, on reprend conscience, en fait, on est plus près du métal, quoi. Donc il faut faire un peu plus d'efforts. C'est exactement ce qu'on voulait dire tout à l'heure quand on disait que le développeur fait la moitié du chemin et le compilateur fait l'autre moitié. Ce qui est sûr, c'est que Rust vous laissera pas faire quelque chose qui leak ou qui va aller accéder à la mémoire non initialisée. C'est juste, sauf bug du compilateur, c'est impossible. Donc tout ça, c'est pas des patterns qui sont nouveaux, simplement on les a rendus explicites et le compilateur valide ce qu'on fait. Et en fait, là, on trouve une feature du langage qui apporte un niveau de sécurité supplémentaire par rapport à ce qu'on avait en C++, mais il y a d'autres features qui vont dans la même direction. Donc là, ça va pas être une surprise pour les gens qui font du Scala. L'option est utilisé absolument partout, ça fait du sens. Et même par quelque chose qui n'a pas été fait dans Scala et qui va peut-être finir par se faire, c'est qu'il y a un autre pattern courant dans l'univers fonctionnel qui s'appelle result ou either, qui est utilisé dans Scala-Z pour ceux qui ont joué avec ce... En fait, il faut que tu expliques, je pense, parce qu'il y a quand même la moitié, c'est des javaïstes, et option et result, c'est un peu... Alors, je vais expliquer. L'option, en fait, c'est d'ailleurs quelque chose qui est dans Java 8. Optional, voilà. Et qui, en fait, remplace le nul. Donc, quand une fonction peut retourner un nul, là où anciennement on lui faisait retourner un nul, maintenant on dit elle va retourner un optional, option en Scala et dans les langages de bon goût. Et l'option, en fait, c'est une énumération qui peut avoir deux valeurs. La première valeur, c'est non, qui correspond donc au cas du nul avant, c'est-à-dire on n'a pas trouvé ce qu'on cherchait typiquement, ou bien un somme avec une valeur dedans qui correspond à on a trouvé ça ou on a reçu ça, la valeur non nulle finalement. Et donc ensuite, le compilateur il va pouvoir vérifier que vous traitez bien les deux cas quand ça fait du sens. Et que donc vous n'allez pas oublier typiquement de gérer le nul. Et pour ceux qui n'ont pas fait de Scala, sachez que quand on passe de Java à Scala, il y a un truc qu'on voit complètement disparaître, c'est le nul pointeur exception. On n'en voit plus. Parce qu'en fait, partout où on avait des nuls pointeurs exception, on a maintenant des fonctions qui retournent des options, et donc le compilateur vous oblige à vérifier que vous ne faites pas n'importe quoi avec ce résultat. Que quand il faut le tester, vous le testez. Et result, ça va un peu plus loin. C'est pas exactement le même cas d'usage. En fait, result, c'est pour les fonctions qui peuvent échouer. Et donc, c'est le même principe, c'est une énumération qui a deux valeurs. La première, c'est un succès qui s'appelle OK en Rust, qui s'appelle, je sais pas comment dans ce cas-là dit, success, non, c'est OK en Rust, avec dedans la valeur qu'on veut retourner. La valeur, c'est-à-dire la fonction se termine normalement et retourne une valeur. Et l'autre alternative, c'est R pour error. Et là, on retourne en fait un truc qui ressemble à une exception finalement. Parce qu'en Rust, on n'a pas d'exception. Le passage, les erreurs sont remontées par le result.
Et donc en fait, ces deux patterns-là, qui sont exploités absolument partout, systématiquement dans l'API, fait que les nuls pointeurs exceptions, on peut oublier. Les exceptions qui remontent, alors les checked exceptions en Java, ça marche pas bien. On voit bien, enfin, il a fallu lutter. Spring est arrivé au début des années 2000 et a un petit peu montré que ça marchait pas. Les checked exceptions, dès qu'on empilait les layers, ça foutait la zouille. Et donc, les exceptions en C++, tous les gros frameworks en fait s'interdisent l'usage des exceptions parce qu'il y a des problèmes d'interop, de compilation, ça marche très mal. Donc finalement, pour Rust, la décision qui a été prise, ça a été pas d'exception, on va utiliser des valeurs de retour, simplement on va utiliser ce formalisme qui vient du monde fonctionnel et qui repose sur j'ai des valeurs de succès, j'ai des valeurs d'échec, et c'est à l'appelant de faire le travail, et le compilateur peut vérifier qu'on n'oublie pas le cas d'exception. Après, il y a des dispositifs dans la syntaxe, en particulier des macros, qui permettent de remonter une exception à l'appelant si c'est pas notre rôle, je parle à la fonction qu'on est en train d'implémenter, de gérer l'exception. Si ce qui est naturel, c'est qu'elle remonte, il y a des astuces pour la faire remonter sans que ça prenne une place monstrueuse. Contrôler un peu 2 secondes. Il y a un langage que vous connaissez qui compile aussi en natif, dans lequel il faut faire if, r, machin, à chaque fois que vous appelez une méthode qui peut retourner une erreur ou un résultat, le Go en fait, et en Rust, vous faites try, et si ça retourne un result, l'erreur elle est remontée au-dessus à l'appelant. Donc en fait, jamais vous gérez les méthodes, les erreurs si votre méthode elle a la bonne signature. Et ça allège le code, ça fait du bien. Donc, on a un petit peu, voilà, c'était la partie sur le langage et à quoi ça peut ressembler. Maintenant, on va essayer de prendre un peu de recul et de regarder ce qu'il y a autour du langage, où on en est aujourd'hui. Et aujourd'hui, donc, on est début avril, je sais plus la date. 10 avril. Et donc la bonne nouvelle, c'est que le planning de release a été presque respecté et qu'on a une bêta depuis une semaine. Et alors une bêta pour Rust, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a normalement, si tout va bien, un langage qui va être stable pour des mois, des années, et que le code qu'on écrit aujourd'hui va pouvoir fonctionner en Rust pendant longtemps. Et ça, c'est une très bonne nouvelle, parce que les dernières années, nous on est arrivé sur Rust l'été dernier à peu près, mais les modifications, les changements, le redesign, le refactoring du langage depuis 3 ans, c'est vraiment quelque chose d'impressionnant. Vous voyez des bouts de code de Rust d'il y a 1 an, on ne reconnaît pas le langage aujourd'hui, hein. C'est absolument hallucinant. Et dans les derniers mois, ça s'est plus translaté vers les API que vers le langage. Mais en fait, quand on essaie de maintenir une librairie, jusqu'à il y a une semaine, maintenant ça devrait aller, jusqu'à il y a une semaine, quand ça tenait une semaine sans qu'on ait un fixe à faire pour la compatibilité avec l'API, on était étonnés, quoi. On disait, c'est Travis qui déconne, mon code il peut pas marcher. Tu peux expliquer comment est designé le langage en 2 secondes? Je crois que j'ai pas un slide là-dessus. Ah, peut-être. Allez. Bon, c'est pas grave, on va en parler. On on sautera le slide. En fait, le process de design du langage c'est également assez novateur parce qu'en fait, alors il y a un comité un peu informel, un peu formel, qui se réunit 1 fois par semaine. Je sais pas d'ailleurs, c'est pas physique, je sais pas s'ils font ça par vidéoconf ou quoi. C'est une douzaine de personnes. Il y en a 7-8 qui sont en relation contractuelle avec la fondation Mozilla. Un peu plus, il y a des gens qui sont là, qui restent 6 mois, qui sont consultants sur un truc pendant 6 mois et puis qui vont faire autre chose après. Et le process de RFC est dans GitHub. Les réunions, les meeting minutes sont dans GitHub. Et du coup, on voit, et c'est assez, quand on s'intéresse au langage, c'est assez fascinant de voir les conversations qui ont eu lieu il y a 6 mois, les impasses dans lesquelles on est allé, puis finalement on est revenu, les expérimentations qui ont été faites pour arriver aujourd'hui à l'objet qu'on voit et qui marche, quoi. Enfin, on a un langage, quoi. Donc dans la 1.0, on a effectivement un langage qui commence vraiment à être bien, quoi. Par contre, il y a eu au niveau de la librairie standard, il y a eu beaucoup d'efforts pour la réduire, et ce pour plusieurs raisons. D'abord pour limiter la surface de compatibilité ascendante à garantir. Ce matin, on écoutait, j'ai oublié son nom, qui nous parlait de Java 8, la keynote. J'ai oublié son nom et pourtant je connais ce mec, c'est pas grave. J'espère qu'il va dans la salle. Hello. Et donc, non, il parle pas français.
le choix a été fait de réduire au maximum la surface sur laquelle on committait la 1.0 pour pouvoir faire évoluer. On ne voulait pas friser des API qui étaient à moitié foireuses, donc la surface a été réduite. En particulier, réduite à un point assez important, par exemple, il n'y a pas de surtype comme en Java pour les maps ou les listes. Il y a des implémentations concrètes dans la lib standard, mais il n'y a pas un type abstrait liste en Rust. Il n'y a pas un type abstrait map qui cacherait, qui pourrait être implémenté par une B-tree-map ou une HMap. Et puis il y a des features qui ont juste été laissées de côté parce que on peut les implémenter par des librairies ou bien c'est un tel bazar que là on est au point, il faut sortir une 1.0, donc il faut sortir le langage et on va essayer de rajouter ça après. Et là bon, il y a les IO asynchrones, ça peut être implémenté, il y a ce qu'il faut dans le langage, il n'y a pas besoin de tweaker le langage, ça peut être implémenté sur la 1.0 par des librairies complémentaires, comme ça a été fait en Java à une époque. Avec Netty par exemple, en tout cas pour une partie. Les types d'ordre supérieur, ça tout le monde en a envie parce que il y a beaucoup de gens quand même dans la communauté Rust qui viennent des langages fonctionnels, donc tout le monde a envie d'avoir une API de collection qui est la gueule de celle de Scala et pas l'espèce de truc qu'on a aujourd'hui qui est quand même très faible. Et puis il y a des trucs qui sont sujets à conversation, pour pas dire troll, en particulier l'opportunité d'avoir un GC dans le langage ou pas, local ou opt-in sur un process, c'est-à-dire qu'on dirait dans ce process-là, enfin là je me place dans une situation où je veux du GC partout dans ce process. Là-dessus il y a vraiment des discussions qui sont encore actives pour savoir dans quelle direction il faut aller. Et donc, Rust, en fait, quand on en fait, on se rend compte que c'est un gros langage, même s'il a été relativement réduit pour la 1.0, c'est encore un gros langage dans lequel il y a beaucoup de fonctionnalités, un petit peu comme Scala. Quand on vient de Java, on trouve le langage, le bouquin il est énorme, il y a beaucoup de choses à connaître. C'est un langage jeune, et donc ça veut dire que, c'est ce que je disais tout à l'heure, quand on prend une entrée de blog d'il y a 6 mois, il faut la prendre avec un grain de sel. Si elle a 1 an, c'est même pas la peine de regarder, quoi. Donc c'est un peu la documentation est plutôt en bon état parce qu'il y a quelqu'un qui est payé par la Fondation Mozilla pour s'en occuper à temps plein. Mais par contre la méta-documentation, enfin les blogs et tout ça, souvent on va trouver des articles parce qu'ils datent un peu, on parle plus du même langage, quoi. Ça devrait se calmer avec la 1.0 quand même. Donc il y a des nouveaux concepts à apprendre, on en a parlé, et puis il y a un compilateur qui est absolument inflexible, et sur des choses où on n'avait pas l'habitude de se faire taper les doigts, donc il faut s'adapter un peu, il faut adopter des nouveaux réflexes, et puis voilà. Donc un petit peu sur l'efficacité du langage, un petit slide. Donc là c'est je sais pas si vous connaissez le benchmarking game ou benchmark game. C'est Debian qui fait ça, je crois. Oui, c'est Debian. Ouais. Et où il demande aux gens, il y a une dizaine de problèmes, et il demande aux gens dans leur langage favori de trouver l'implémentation de l'algo qui marche le mieux. Donc c'est vraiment de l'algorithmique pure, il n'y a pas d'IO, il n'y a pas de ce genre de truc. C'est juste pour comparer comment un langage utilise son processeur. Et alors là, le truc qui est sympa, c'est que sur 10 tests, il y en a 3 où Rust est meilleur que GCC. 4 où il est moins bon et 1 où ils sont. Bon bref, on est à peu près dans les mêmes chiffres. Le graphe est un peu, c'est le graphe qu'ils fournissent. J'ai pas voulu le refaire. Pourri, ouais. Il est un peu pourri, ouais. À gauche, je crois qu'à gauche c'est le time et ouais, à droite c'est le nombre de lignes de code. Je trouve que c'est peut-être pas très fair, je sais pas. Il faut regarder si les exemples étaient bien complètement optimisés, mais on a quand même des cas où on est plus rapide que le C, quoi. Moi j'ai fait une autre expérience, j'ai fait une implémentation d'une machine de Turing, je fais tourner avec un programme qui est connu pour les faire tourner très longtemps, pour comparer plusieurs langages, c'est sur mon blog si ça intéresse des gens. En gros, on est dans l'erreur du C, c'est-à-dire si je change de compilateur C ou si je change les options d'optimisation du compilateur C, je vais avoir des résultats qui vont bouger dans un sens ou dans l'autre de façon plus ou moins prévisible, et Rust est à peu près au milieu, donc on est dans le même ballpark que le C. Puis on a un ancien collègue qu'on a réussi à décider d'implémenter Handlebars, donc qui est un petit langage de templating en Rust, et ce fou il l'a fait. En gros, il est très réticent pour nous des benchmarks parce qu'il est il est très très prudent comme garçon, mais en gros ça va 3 ou 4 fois plus vite que la bonne implémentation en Java, quoi. Après avoir chauffé, bien sûr. Après avoir oui, Java après oui. Il est relativement faire son bench, je pense. Alors,
on a parlé tout à l'heure rapidement des cibles en fait. Dans quelle niche on va utiliser, dans quelle niche ou dans quels environnements on va utiliser Rust. Et donc là, on voulait montrer que c'est un langage qui doit downscaler ou upscaler. Et alors un des fantasmes est de dire Arduino c'est rigolo, mais coder en C++ pour faire du Arduino c'est la plaie quoi. Et donc si on peut faire ça en Rust, ça serait pas mal. Ça va venir, il y a du travail qui a été, enfin ça a reboosté le projet LLVM AVR qui était un petit peu à l'abandon. Et là ils ont redémarré parce que il y a un incentive quoi, c'est qu'il y a un truc rigolo qui peut arriver. Sur les petits boards ARM, les Odroid, les Raspberry Pi, ce genre de trucs, ça marche déjà, il n'y a pas de difficulté. Et puis à l'extrême complètement opposé, il y a un binding Mesos pour Rust, donc on peut développer un scheduler ou un exécuteur ou les deux en Rust. Si vous ne savez pas ce que c'est Mesos, il fallait aller voir les confs mercredi, mais tout le monde n'était peut-être pas là mercredi. Mesos, ils ont l'ambition d'être, c'est un système de distribution de tâches à l'échelle d'un data center, un scheduler à l'échelle d'un data center, si vous voulez. Alors, server-side plus classique, moins extrême que du data center. Donc on a déjà une librairie HTTP qui marche bien. On a cru hier dans la présentation sur HTTP/2 que le Hyper qui supportait HTTP2 c'était celui de Rust, mais non, c'est celui de Python. Donc il y a notre lib Hyper en Python. On a des frameworks web services. On ne sait pas encore lequel va l'emporter ou s'il va y en avoir plusieurs, comment ça va se décompter dans les mois ou les années à venir. Donc Iron, Nickel. Donc Rumblebars, c'est le truc qu'a fait notre pote pour faire du handlebars. Donc ça permet d'ajouter une couche vue à ces frameworks web services. Bon, il y a déjà des trucs comme Rust Serialize pour la sérialisation JSON. Je crois qu'on va nous dire qu'il ne faut pas le faire, mais c'est pas grave, on en parle quand même. Et puis, il y a des drivers Postgres et MySQL. Je crois que le driver MySQL est un petit peu malade en ce moment, mais c'est pas structurel. Je crois que personne s'en occupe en fait. C'est pas plus mal. Pardon. Côté client, il y a plusieurs choses intéressantes. Il y a Cerveau qui est en fait un side project de la fondation Mozilla, enfin un side project qui est quand même important, et qui est de dire on va réimplémenter un navigateur complet en Rust. Et c'est un bon test case. S'ils arrivent à faire ça, ça veut dire qu'on peut quand même arriver à faire pas mal de choses. Aujourd'hui, la petite tagline, c'est Cerveau, c'est un navigateur complètement en Rust, sauf les parties qui sont en C++. En fait, la partie qui est en C++, c'est le moteur JavaScript où ils ont simplement repris celui de Mods en disant ça en fera plus tard. Mais après, tout le reste, l'affichage, le DOM, tout ça, c'est du Rust. Et ça commence à marcher un tout petit peu. Ça marche. On voulait faire une démo, mais c'était quand même pas assez cuit. Support CSS. Et donc dès qu'on va sur un vrai site, ça marche pas. Voilà. Mais c'est pas non plus, c'est pas W3M quoi. Ça a quand même une tête de navigateur quoi. J'ai vu là, ils affichent Steam, les pages de Steam, elles s'affichent à peu près bien. On dirait un navigateur normal. Alors ensuite, il y a d'autres choses. Il y a des bindings GLFW. Donc ça c'est une surlibrairie d'OpenGL. Et il y a une communauté qui s'est jetée sur le langage avidement, c'est les développeurs de jeux, parce que eux, ils sont coincés avec C++ depuis 25 ans, et ils ont envie d'avoir autre chose. Enfin, certains, en tout cas, ont envie de voir autre chose. Et donc, eux se sont jetés sur le langage, et c'est vachement bien, parce que ils ont développé Piston, et ça a été relativement bien fait, c'est-à-dire c'est bien modulaire. Et par exemple, dedans, il y avait une librairie de chargement d'images, elle est sortie de Piston aujourd'hui. Enfin, elle est encore sous le chapeau Piston, mais finalement, c'est en train de devenir la librairie de facto de chargement d'images de Rust. Donc, ce projet-là est assez intéressant. Et puis ça nous amène à notre conclusion. Tu veux conclure ? Bon, allez, vas-y, conclue. Allez, concluons. Alors donc, Rust, c'est quasiment cuit. Hein, c'est le moment de commencer à tester si vous voulez être parmi les premiers et dans 10 ans vous dire « Ah, j'étais là au début, je me rappelle, ça marchait très mal. » Maintenant, ça commence à marcher. Depuis que la bêta est sortie, vraiment, je ne peux pas vous le garantir, mais vraiment, on a vu une stabilisation très grande du langage et de l'API. Donc, il y a vraiment plein de trucs qui commencent à marcher bien. C'est gratuit, donc il n'y a aucune raison de ne pas l'essayer. Ça s'installe en à peu près 10 secondes. Le temps, si vous avez une bonne connexion, donc pas ici, mais chez vous, ça va aller assez vite. Et voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. On est là. C'est maintenant, il reste 8 minutes, dit le panneau. Sinon, on va vous question là.
Alors, c'est oui. une bonne question et c'est vrai que c'est On un en a slide pas qui a parlé. sauté. Ouais. En fait, on a déjà fait la presse, elle était trop longue pour Devox, donc on a dû. Voilà. Et donc, alors la question était celle de l'environnement, disons de build et de l'environnement. Donc il y a un projet qui s'appelle Cargo, qui avait démarré en marge et puis le développeur principal a réintégré, même pendant un certain temps, il était dans le fameux comité de direction du langage là. Je suis désolé, je suis très mauvais pour les noms des gens, donc il faudra me pardonner là-dessus. Cargo en fait correspond en gros à Maven pour Rust, quoi. C'est-à-dire qu'il y a donc la gestion des dépendances, il y a des repositories centralisés, on peut utiliser du GitHub ou des variantes locales du code qui permet de débugger ou de développer la librairie sans être trop embêté. Donc ça c'est distribué avec le langage. C'est vraiment ça c'est là et c'est prêt. Ouais, on n'en a pas parlé en fait, mais en gros en termes de dépendance, c'est au niveau de ce que font par exemple NPM, je pense. On peut faire du Git, du local, des branches, des tags, et tout ça mettre dans les dépendances, et les friser avec un point lock un peu comme Gemfile. Et au moment du build lui-même, il y a par défaut, ça build de manière simple, un fichier avec tous les fichiers à côté, mais on peut avoir un système de build pour soi. Ce qui fait que quand on build avec des librairies externes, par exemple du C qu'il faut compiler, on peut passer par une partie GCC qui va builder le C en point haut et ensuite le linker avec du Rust. Donc en fait on peut avoir des chaînes de build assez complexes parce qu'en fait le compilateur passe la main à un script en Rust qu'on a écrit soi-même et là on peut faire tout ce qu'on veut avant de rendre la main pour l'assemblage final et le linking. C'est un aspect dont on n'a pas parlé, ça non plus, c'est le FFI. En fait, les structs de Rust, si on les annote avec la bonne annotation, elles vont être équivalentes à leur définition en C. Binairement compatible. Et binairement compatible, ce qui veut dire qu'on va pouvoir les passer, à travers une API C sans avoir besoin de faire des manipulations, de les réécrire, donc pour le C, et là le C exclusivement, pas le C++, mais pour le C exclusivement, il y a une intégration du langage qui est assez propre et qui permet assez facilement de faire des bindings vers des librairies en C. Ouais, il y a toute une partie de la lib standard qui map vers les types libc en fait, donc les strings, les entiers, tout ça. Donc après c'est facile de faire des allers-retours, enfin relativement facile. Relativement facile. En fait, il y a une difficulté sur les strings, c'est que les strings de C, vous savez, c'est 0 terminé, et les strings de Rust, ils ont fait le choix inverse, c'est des strings à la Pascal, quoi, avec une longueur et un buffer. Donc là, il faut faire un peu d'adaptation d'impédance pour passer d'un langage à l'autre. Il y a un monsieur là qui va avoir une crampe au fond. Il y a pardon, j'ai Oui, la lampe dans la figure. Ah là là. Ah là là, alors, c'est embêtant, c'est le truc intéressant. Donc, est-ce que je peux réexpliquer la gestion de la mémoire ? Simplement, hein, monsieur. Simplement. Hein Le principe, finalement, le principe fondateur, c'est presque de dire, hélas, quand on fait du Java, on utilise essentiellement le heap et très peu la stack. Quand on fait du C, on utilise beaucoup la stack et quand il faut, le heap. Et là, en fait, on revient vers ça. C'est-à-dire qu'on va utiliser la stack et on va mettre des choses sur la stack. Et quand la stack va remonter, va se replier, les variables qui sont là vont être déclarées invalides. Et s'il y a des destructeurs sur ces variables, ils vont être appelés pour libérer toute la mémoire qu'il y a derrière. Et en fait, ensuite, au niveau de la librairie, on a des types qui vont permettre de faire ce qu'on fait avec du malloc et du free, ou avec des new et des delete en C++. Donc le box, par exemple, va dire, en fait, cet objet-là, je ne le veux pas sur la stack, je veux avoir la référence sur la stack, mais l'objet, je le veux dans le heap parce que j'ai besoin qu'il vive plus longtemps que la fonction dans laquelle je suis en train de le construire. Il y a d'autres cas. On peut avoir des cas où on veut du reference counting ou éventuellement du GC, mais ça c'est pas encore, c'est encore matière à troll, pour dire les choses franchement. Et donc on a des stratégies de garbage collection finalement, parce que au final c'est quand même de ça qu'on parle, mais qui au lieu d'être délégué à un process qui va arrêter plus ou moins agressivement l'exécution du programme pour s'en occuper, ça va être placé par le compilateur à des endroits de façon complètement prédictible et intégré dans le code. Ce qui fait que on va pas avoir de surprise comme on pourrait en avoir quand les GC commencent à déconner sur des JVM chargés, quoi. Alors en fait, si on passe l'objet, on lui donne. voilà, il est mort après, on peut plus s'en servir. L'implémentation naturelle, c'est tu appelles une méthode avec un objet, et si 2 lignes après tu veux utiliser l'objet, tu n'as pas le droit. Par contre, si on met en ampersand, on lui passe une référence. Mais à partir du moment où on passe une référence, il faut qu'on donne les bons hints au compilateur pour qu'il puisse effectivement valider qu'on ne va pas garder la référence trop longtemps par rapport à la durée de vie de l'objet lui-même, en fait. Ouais.
Et c'est là qu'il y a, c'est pas de la magie, hein, c'est avec le système de type et tout ça, mais c'est là qu'il y a des choses un peu difficiles. Et c'est vrai que la première fois qu'on voit les messages d'erreur du compilateur, on rigole pas trop. ouais, on se gratte un peu le crâne quand même. Hein. L'avantage- Mais on finit par. Ouais. Un des avantages du langage, hein, c'est comme Scala, c'est que quand ça compile, en général, ça marche bien. Donc au début, on tape très fort dans le compilateur 20 fois, et la 30e fois, ça fait OK, oh, on lance et ça marche. Voilà. Et c'est un process que les gens qui ont fait du Scala connaissent assez bien. Une question là, il nous reste 3 minutes. Oui, du coup, je voulais savoir, bon, c'est une question qui doit revenir assez souvent. Est-ce qu'il y a un IDE un petit peu mature ou des plugins Bah, il y a VIM. Non, moi j'avoue que j'utilise très peu les IDE. Non. Il y a rien encore. Si, il y a des bouts de trucs. Il y a des plugins pour Sublime Text, notamment avec un truc qui s'appelle Racer, qui fait de l'autocomplétion locale en carton, mais c'est déjà mieux que rien. Mais c'est du syntaxe, quoi. C'est-à-dire que ça ouais. cherche. Enfin, c'est. Il y a un gros problème, hein, c'est que le langage il est compliqué à compiler, et donc pour derrière faire de l'introspection sur la ST pendant que tu es en train de le modifier, c'est encore un truc qui n'est pas tout à fait prêt, parce que justement dans Rust ils ont enlevé ces parties-là du langage. Donc aujourd'hui c'est plutôt à la main, tranquille dans un éditeur de texte, un peu comme du scripting finalement, plutôt Python, Ruby on va dire, que comme du Java en fait. Voilà. Mais il y a des gens qui le veulent, donc ça va vraisemblablement arriver. Ouais. Le truc, c'est qu'effectivement, pour avoir des trucs au niveau de ce qu'on peut faire dans Eclipse ou dans IntelliJ, aujourd'hui, la lib syntax, c'est-à-dire la lib, la partie du code du compilateur qu'il faudrait isoler pour mettre dans l'IDE pour pouvoir travailler complètement, c'est pas cuit, quoi. Ouais. Le code est ignoble et c'est ad hoc, mais ça fait partie des chantiers connus, quoi. Ouais, pour du développement au jour le jour, c'est pas forcément trop pénible parce que la doc est assez bien faite. Et vraiment, le langage, c'est pas un gros langage. Enfin, c'est un gros langage. Il y a plein de trucs, mais c'est pas un truc compliqué à écrire. Donc en fait, on s'en sort avec un éditeur de texte classique, comme dans du scripting. En fait, c'est pas comme dans du Java où sans IDE, on est foutu parce que c'est trop compliqué. Il y a pas le problème des snippets dont on a besoin impérativement pour faire du Java, quoi. Parce que le code est quand même très compact, quoi. D'autres questions? Il nous reste 1 minute. Une question là. Globalement, comment tu vendrais du Rust à un client qui est non technique? Je le vendrai pas encore. Sauf, enfin, il y a le jeu vidéo. Ouais. Et de façon expérimentale. C'est bon, on a fini. Merci beaucoup. Merci.